Baya, une enfance entre singularité et hasard. Née le 12 décembre 1931 à Bodjelkifen, en ce temps-là Fordlo, commune rurale de la côte est des environs d'Alger. De son vrai nom Fatma Haddad, perd malheureusement ses parents très jeunes. Issue d'une famille où se mêlent culture arabe et kabyle, cette petite tribu éloignée du village vit dans la plus grande pauvreté. Il faut sachez, et oui je vais dire ça durant tout l'épisode et c'est une référence personnelle à ma pop culture et c'est une faute de français que je vais assumer, je vais me référer sur la base d'une interview qu'elle a accordée à Algérie Actualité datant du 18 février 1982. Elle précise cela. J'ai commencé très jeune, à 5 ans environ. J'avais trouvé une revue d'enfants anglais et je me suis mise à recopier les dessins. Trabbat And Manha qui travaille occasionnellement chez les familles européennes durant des réceptions. Had el-Fokr l'a poussée à s'employer dans une ferme de colons pour subvenir à leurs besoins. Isolée de tout, n'ayant jamais été à l'école, Baya est une enfant sauvage qui n'a jamais viré de bord, le nez toujours fourré dehors. À 10 ans, elle est recueillie par Marguerite Kamina Benhoura, une jeune femme ayant quitté la France en guerre pour rejoindre sa sœur propriétaire de terres en Algérie. Cette bibliothécaire fréquente les peintres de sa région, comme Simon Segal, José Mange ou Eugène Baboulen. Tous peintres certes, mais s'exprimant cela dit à travers plusieurs médiums. Émue par le sort de cette jeune orpheline, Marguerite décide de la prendre sous son aile et de lier à jamais son destin au sien. Elle remarque assez vite l'intérêt de l'enfant pour le dessin et le modelage en argile, et l'encourage aussitôt à poursuivre une voie plus singulière, bien que ses tentatives spontanées cristallisent déjà des personnages étranges. Dans la même interview, elle poursuit « Alors on m'a dit, ce n'est pas bien, c'est défendu, ça ne sert à rien de copier. Si tu veux peindre, peins ce qui te passe par la tête, mais il ne faut jamais recopier. On m'a alors enlevé le livre, on m'a donné des pinceaux, de la peinture et du papier, et c'est de là que c'est parti. » Introduire dans l'art ce qui lui était a priori tout à fait étranger est une des ruptures par lesquelles s'affirme la modernité picturale occidentale. Bien avant 1905 et le soudain intérêt pour l'art nègre, le mouvement romantique s'est accaparé et a incorporé l'autre de l'art, en accueillant les productions populaires, infantiles et exotiques, une essence artistique où se vérifie l'unité primitive de l'art. Contrairement aux dictats académiques, ces productions regorgent d'essence créatrice et introduisent en peinture, en poésie, en sculpture ainsi qu'en musique, tout à la fois, dissonance, un certain sens de l'improvisation et le plus crucial, une réelle correspondance entre les arts. Si le spleen n'est plus à la mode et que ce n'est pas compliqué d'être heureux, il faut sachez que plusieurs artistes comme Baudelaire explorent ces marges et s'appuient sur la remémoration des expériences d'enfance. Ils vont ainsi progressivement adopter le regard et les manières enfantines durant toute leur carrière et l'inclure par la même occasion dans leur processus créatif. Baya nous dit « J'ai commencé à faire tout ce qui me passait par la tête. Je travaillais tous les jours et j'en laissais dans toutes les maisons où je passais. Je cachais mes peintures dans les placards car pour moi c'était un amusement. Mes parents adoptifs, ayant perdu les miens très jeunes, les recherchaient et les gardaient. En l'amenant habiter à Alger, Marguerite assure son éducation et lui donne d'autres moyens de s'exprimer. À présent, l'odeur du jasmin et de la fleur d'oranger imprègne son quotidien. Le frémissement de certains plumages multicolores et virevoltants à souhait prennent toute son attention. Ses yeux de petite fille sont éblouis par la colorimétrie rythmée de la mosaïque et par la fascinante transparence du vitrail. Nulle autre ville interroge dans l'enfant le passé de l'art et de l'humanité mieux que le fait Alger. De son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, je cours dans ces rues sans me lasser. Cette ville personnalise à mon sens l'unité de l'homme avec un grand H, dans la pluralité de ses cultures. J'y ai grandi et vécu toute ma vie, donc vous pouvez me croire, je sais ce que je dis. Pour revenir à l'enfance, au romantisme et à Baudelaire, lui aussi était attaché à une expérience similaire de son enfance, auquel il donna en 1858 une réflexion philosophique surprenante dans son article « La morale du joujou ». L'amorce narrative de cette fantaisie sérieuse est comme un conte de fées réalisé. De cette unique aventure presque anecdotique pour un parent un peu trop débordé, découle son goût pour les magasins et les jouets offrant l'inextricable fouillis de leurs formes bizarres et de leurs couleurs disparates, et son admiration raisonnée pour cette statuaire singulière qui, par la propreté lustrée, l'éclat aveuglant des couleurs, la violence dans le geste et la décision dans le galbe,
présente si bien les idées de l'enfance sur la beauté. Je suis assez tentée pour faire un parallèle entre cette troisième figure maternelle et Marguerite Nikolaïevna, toutes deux perspicaces et tenaces, croyant dur comme fer au potentiel artistique qui se déploie sous leurs yeux, se persuadant elles-mêmes qu'au fond, les choses prennent une tournure favorable et qu'il appartenait qu'à elles de saisir ces moments cruciaux de la vie, afin de faire place à la créativité, trouvant sa plus belle essence dans l'affection et la sécurité d'un être aimant, en étant certain d'être aimé en retour. Sous son regard bienveillant naissent de nombreuses gouaches et des terres cuites avec des moyens de fortune. Entre 1942 et 1947, Beya exprime ses profondeurs enfantines en inventant des animaux et des êtres de songe. Ces terres cuites sont d'une fraîcheur et d'une spontanéité dont seuls sont capables les enfants. Marguerite organise en 1943 une première exposition qui conduit à la vente de quelques dessins, dont l'acquéreur n'est nul autre que le peintre Henri Matisse. Aimé Mate, lithographe et galeriste à multiples casquettes, venu à Alger pour la succession Bonnard, rencontre Beya par le biais du sculpteur Jean Périssac, qui vient d'exposer à Paris. Séduit par la vision poétique de l'œuvre de Beya, il décide de la présenter dans sa galerie de la rue de Téhéran, en novembre 1947. Son catalogue d'expositions est notamment préfacé par André Breton. Le succès est total et le tout Paris admire sa photographie en pleine page de Vogue dans l'article d'Edmond Charleroux. En matière d'art, au moins depuis Théodore Adorno, le siècle s'est montré plus que suspicieux à l'égard du beau. Beya, fidèle à sa vision, a choisi la beauté subtile, harmonie des teintes et des couleurs, des motifs et de la composition. Beya détient les principes de la force créatrice que n'importe quel artiste cherche à capter. Elle réussit à entretenir un rapport à l'enfance sans sceller son caractère capricieux. De Pierre Bourdieu à Nathalie Heinich, la sociologie de l'art a montré que cette nouvelle souveraineté du jugement esthétique doit être mise en relation avec un changement de la position sociale de l'artiste. Dès lors, certaines portions des mondes de l'art, et non plus la seule académie en tant que détentrice des canons de l'expression artistique, décident de ce qui est art et de ce qui ne l'est pas. Beya ne passe pas inaperçue, car pour cette nouvelle génération d'artistes, elle représente cette souveraineté ambivalente du jeu. Sa peinture exprime une sensibilité en état d'éveil devant le monde, et ses thèmes sont une partition en matière de correspondance des sensations. Ces trois capacités enfantines se font écho, s'articulent et se renforcent. En suivant les artistes, leurs récits et leurs méditations se mêlent. Ce basculement décisif a lieu, pour le dire avec les mots de Jacques Rancière, entre le régime représentatif des beaux-arts et le régime esthétique de l'art. Il poursuit « Identifier l'art au singulier et délier cet art de toute règle spécifique, de toute hiérarchie des sujets, des genres et des arts, qui affirme l'absolue singularité de l'art et détruit en même temps l'autonomie de ce dernier et l'identité de ses formes avec celle par laquelle la vie se forme elle-même. C'est bien de la vie dont il est question ici. Car après ce bouillonnement créatif, son tuteur algérien estime que Beya doit se marier. Elle entre dans le rythme d'une famille traditionnelle à Blida. Elle se marie avec le chanteur et musicien Hadj Mahfoud Mahieddine et lui donnera 6 enfants. Elle écoute le silence quand son âme est en paix, la lumière s'y trouve, la lumière est rentrée et ne l'a jamais quittée. Il lui faudra attendre 13 années avant de reprendre toute activité artistique. Vérité en nous-mêmes en tant que fruit de la création, Beya n'a jamais oublié son histoire et encore moins sa mission. Elle, qui n'a point connu ses parents biologiques, consacra volontiers une partie de sa vie à enfanter, élever et faire grandir sa propre famille. Quelle plus belle conclusion que celle-ci.